9e Paris Innovation Night qu'on lance cette année. Je suis ravi d'organiser ça ce soir avec Orange Business. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les Paris Innovation Night, ça a été créé en mars de cette année. C'est une marque en fait déposée par la place pour notamment organiser des événements autour de la tech avec des partenaires à forte valeur ajoutée qui permettent d'organiser des événements d'acculturation, d'information et également de networking qui, je pense, intéresse aussi tout le monde. Voilà, je suis ravi d'organiser ça ce soir du coup avec Orange. Je laisse la place et la parole à Mehdi qui va du coup présenter les différentes personnes et ensuite attaquer le sujet sur l'identité numérique de ce soir. Si jamais vous avez des questions, alors on va laisser d'abord la table ronde parler entièrement et ensuite si jamais il y a des questions, on pourra agir pendant 5 à 10 minutes avec le public. Je pense que ça peut être intéressant à ce niveau-là. Voilà, je laisse la place à Mehdi. Merci beaucoup Guillaume pour cette introduction. Merci à celles et à ceux qui sont courageux, qui sont venus. Je sais qu'on est en vacances et qu'il y a des personnes qui ont des soucis de transport. En tout cas, on est vraiment très contents de vous avoir ici en présentiel pour cette conférence que vous allez voir, elle est très percutante et intéressante parce qu'on va parler d'un sujet auquel, à chaque fois qu'on est dans l'écosystème Web3, on oublie de le mettre en avant. C'est l'identité décentralisée. Je suis ravi d'être accompagné par des professionnels, Orange Business, il y a Agdata Hub, IN Group, et vous allez voir que derrière cette idée, il y a quand même un cas d'usage avéré, il y a des solutions qui sont vraiment proposées pour accompagner les entreprises, et on va essayer de présenter les personnalités qui sont venues m'accompagner pendant cette table ronde, et je suis vraiment ravi de vous avoir. Donc je commence par Mathieu, donc je vais quand même lire les notes, parce que quand même tu as un profil vraiment très intéressant, et je suis vraiment ravi de t'avoir. Donc Mathieu est un directeur des produits digitaux de chez Orange Business. Il a commencé une carrière d'ingénieur, donc ce n'est pas un commercial seulement, c'est aussi un ingénieur de formation au sein de start-up avec l'intelligence artificielle. Donc je vois que tu as commencé l'intelligence artificielle depuis pas mal de temps, c'est pas ChatGPT qui t'a permis de l'avoir. Avant de rejoindre le groupe Orange, au sein duquel il a œuvré dans le domaine de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle, des réalités augmentées. Tiens, c'est quand même un sujet qui revient avec le projet de Apple et en lien avec la 5G. N'oublions pas que Orange est un grand opérateur réseau télécom. Donc il a rejoint Orange Business début 2022 pour prendre la responsabilité de la product line des produits digitaux. Bienvenue à toi, cher Mathieu. Je suis vraiment Merci. Merci, Merci, bonsoir à tous. Merci. Aussi, nous avons Sébastien, donc on a essayé de te mettre à l'extrémité de notre table ronde. Sébastien Picarda, c'est directeur général d'Agdata Hub, je vais prononcer bien l'entreprise afin de ne pas écorcher, expert en stratégie et organisation, et quand même, ce que je suis ravi d'avoir, c'est aussi en agriculture. Sébastien Picarda possède une solide expérience dans les technologies de l'information et les relations institutionnelles des filières agricoles. Pas seulement, il y a aussi autre chose. Fournit une vision globale de l'écosystème agricole et il porte les ambitions d'Agdata Hub auprès des décisionnaires du monde institutionnel et agricole en France et en Europe. Bienvenue à toi. Merci. Et enfin, et c'est pas enfin, en tout cas, je suis ravi d'avoir une personne qui travaille pour une organisation qui dure depuis plusieurs siècles. Exactement. 500 ans. Oui, exactement. À peu près. Créé par François Porlier. Voilà, François Ier. Donc ça ne date pas d'hier. Sur le tableau. Voilà, donc je vais quand même décrire, je ne vais pas décrire tout le CV, sinon on va passer 2 heures. Donc il accompagne IN Group dans l'évolution de ses activités depuis les années 2000, de la conversion des documents régaliens, donc quelque part c'est le corps de métier, aux documents digitaux e-passeport. Tu t'es intéressé à la sécurisation professionnelle, qu'il soit dans une administration centrale ou des entreprises, et dernièrement et récemment, tu t'es investi dans le déploiement d'infrastructures de confiance basées sur l'identité décentralisée ou l'identité auto-souveraine. Exactement. Voilà, merci et bienvenue à toi, cher Pierre. Bienvenue. Donc on va rentrer dans le vif du sujet et je vais commencer à prendre la première question d'introduction à toi, cher Mathieu, en te posant la question faussement naïve, en te disant quelles sont les problématiques, quelque part tu vas nous raconter un peu ta vie, mais en raccourci, quelles sont les problématiques de vos clients et qui vous a amené à travailler sur le sujet d'identité décentralisée, sur le sujet d'identité. Merci pour cette question. Donc, le groupe Orange, donc, qui est un opérateur télécom, donc avec l'ADN de l'opérateur télécom. L'identité, c'est un sujet qui, je dirais,
forcément imprégné de cet ADN. Et donc Orange commercialise bien sûr des services de télécommunication et les smartphones qui vont avec. Et donc le smartphone par essence, c'est l'objet qui permet aujourd'hui d'identifier les personnes physiques. Donc l'identité, elle est vraiment ancrée dans notre ADN. On a des équipes de recherche, d'innovation qui vont travailler ces sujets-là au quotidien avec des brevets qui sont déposés. Donc je dirais qu'il y a toute cette partie-là. Et donc nous, Orange Business, on est la branche B2B du groupe Orange. On rassemble aujourd'hui 4000 experts dans le domaine du digital, de la data, de l'IA. Et donc l'identité, c'est l'une des thématiques en fait, de notre activité sur ce qu'on appelle les solutions SaaS. Et donc dans ce domaine-là, on a eu plusieurs sujets d'intérêt. Donc l'identification tout d'abord sur les téléphones mobiles avec la solution Mobile Connect, qui est une solution utilisée aujourd'hui par les opérateurs pour identifier leurs clients. On s'est intéressé ensuite au sujet du CAPTCHA. Vous savez, le CAPTCHA, hein, c'est suite de chiffres et de lettres qu'on doit taper pour garantir que nous ne sommes pas un robot malveillant. Et donc on a développé une solution autour du CAPTCHA souverain et RGPD compliant, c'est-à-dire c'est une solution qui est totalement hébergée, opérée en France. On a travaillé sur l'agrégation des API opérateurs qui permettent d'extraire des attributs d'identité et de les partager avec des tiers pour se réassurer sur des parcours d'enrôlement ou qui nécessitent des transactions financières. Et puis plus récemment, on s'est donc intéressé à l'identité décentralisée avec notre solution Live Identity Wallet qui est née en fait d'une collaboration avec Hack Data Hub. Donc à l'époque, on était sur un projet orienté innovation dans le domaine de l'agriculture. Ça, c'était le tout début. Et puis, au fur et à mesure, il y a un besoin qui a émergé en fait autour de l'identité décentralisée, avec le besoin d'industrialiser une solution d'identité décentralisée au départ pour les besoins d'Hack Data Hub et dont nous faisons aujourd'hui une solution générique hein, qu'on peut implémenter avec plein d'acteurs. Voilà. Et en effet, Sébastien, je suis sûr, tu vas nous en dire un peu plus sur ce sujet, sur le monde agricole. Merci beaucoup pour cette transition. Justement, ça me permet d'avoir une perche, de demander à Sébastien. Bien entendu, dans un domaine auquel numérique, l'identité décentralisée, c'est une évolution qui permet de placer la personne dans son propre écosystème d'identité. Moi, la question que j'ai envie de te poser, parce que des gens qui pensent agriculture, ils pensent agriculteurs, ils pensent à des personnes qui n'ont pas les compétences numériques, et ils se disent mais qu'est-ce que ça fout l'identité numérique dans le monde agricole? Et moi j'ai envie de te dire à quoi ça peut servir l'identité numérique dans une exploitation agricole, s'il te plaît. Merci, déjà ravi d'être présent ici dans ce beau bâtiment du Palais Brognard avec la Corbeille. Il faut savoir que l'agriculture a démarré il y a 10 000 ans, pas 500 ans mais 10 000 ans, et que jusque récemment ici, il se traitait des contrats d'achat de grains, de pommes de terre, de viande, etc. Et donc, le digital l'a fait évoluer dans des salles de marché électroniques avec des acteurs qui sont identifiés, sécurisés et qui permettent de gérer des transactions en temps réel sur ces sujets-là. Et ce qui est intéressant, c'est que avant tout, quand on parle numérique, on parle confiance et on parle relations interpersonnelles. Et la parole donnée dans le monde agricole est importante. Mais pour pouvoir bien parler, il faut connaître son interlocuteur. Et le rôle de l'identité est là. L'agriculteur, on a l'image parfois d'Épinal de l'agriculteur tout seul avec les petites fleurs et son exploitation agricole sur les plateaux. Mais aujourd'hui, c'est un professionnel agricole qui doit gérer ses risques, qui doit gérer de la commercialisation des grains avec plusieurs centaines de milliers d'euros, avec des variations de cours qui peuvent faire plus ou moins 50 € dans la minute, en fonction des aléas météorologiques, en fonction de la guerre, en fonction de tout simplement des relations avec son voisin. Et pour pouvoir avancer et engager la responsabilité et prendre sa responsabilité de professionnel, il faut déjà qu'il puisse être identifié sur les marchés en tant que tel. Non seulement en tant qu'exploitation agricole, en tant que personne morale. 2 tiers des exploitations agricoles sont des personnes morales, 1 tiers sont des personnes physiques. Et donc déjà, dans le débat, on a 2 identités numériques en une. L'identité numérique des personnes morales, que nous traitons avec Orange, et l'identité des personnes physiques, que nous traitons avec IN Group. Et nous, Hack Data Hub, en tant qu'intermédiaire de données,
On dit, écoutez, monsieur l'agriculteur, si vous voulez partager vos données de votre tracteur, de vos pratiques agricoles avec les consommateurs et les industriels, eh bien, on vous fournit d'abord une identité numérique pour pouvoir, derrière, partager vos informations en toute connaissance de cause et éviter que la valeur aille être récupérée par l'industriel, le distributeur. Il faut qu'il soit conscient de l'intérêt de ces données, bien entendu. Il faut qu'il soit conscient de cela. Merci beaucoup. Donc, je vais passer la parole à Pierre. C'est pas parce que tu parais le plus ancien de nous que ta solution et tes 500 ans, ça se voit quand même. J'ai envie de te dire, là, on est en train de parler à l'avenir de l'identité décentralisée, mais je pense qu'une institution que tu représentes n'est pas restée muette. Elle est en train de se dire, on va aussi construire l'avenir avec nous. J'ai envie de te poser la question simple, à l'apparence, l'évolution de l'identité décentralisée versus décentralisée selon toi. Oui. Donc, Ian Group, en fait, c'est le nouveau nom commercial d'Imprimerie Nationale. Donc, on produit énormément d'identités, on produit toutes les cartes d'identité, les passeports et tous les documents régaliens. Donc, on est un gros opérateur d'identité centralisée. C'est-à-dire, c'est une identité qui demande une autorité administrative centrale et qui la met en place par rapport à des référentiels très lourds et très complexes à mettre en place. Et en général, c'est une identité qui se base sur de la certification des cartes électroniques qui est lourde et chère à déployer. Donc c'est ce qu'on constate. En général, les cartes d'identité, ce sont des États qui peuvent se le permettre ou des grandes entreprises quand elles veulent sécuriser les activités de leurs employés. Mais ça ne va pas au-delà. Et il nous semblait qu'il y avait beaucoup d'autres personnes qui avaient besoin d'utiliser une identité. Bon, par exemple, des exploitants agricoles, mais toutes les activités sectorielles, les opérateurs du transport, les opérateurs de la santé, ils dépendent d'entités différentes, mais ils doivent se reconnaître les uns et les autres pour échanger de l'information. Donc ça nous a amené à trouver une autre forme d'identité plus décentralisée, plus souple. Donc c'est pour ça qu'on est allé vers l'identité Self-Sovereign Identity. Un deuxième sujet qui nous a motivés aussi, c'est le fait qu'il y ait une autorité centrale. Donc qui dit autorité centrale, on dit au revoir la privacy, la confidentialité, parce qu'il y a quelqu'un qui sait tout sur tout. Et avec l'identité numérique, on remet l'utilisateur au centre de son identité et de ses données, puisqu'on conserve l'identité. Il n'y a pas forcément de base centrale qui répertorie tout le monde. L'identité est dans un wallet sous le contrôle du porteur et toutes les applications, les informations qu'on peut adjoindre à l'identité restent sous son complet contrôle dans ce wallet. Et le troisième sujet qui nous a amené à cette migration, c'est que pour l'instant, on s'était intéressé aux porteurs physiques, les personnes physiques, mais il arrive d'autres émetteurs de données qu'il faut, je dirais, prendre en compte. C'est les entreprises, comme tu évoquais, et surtout les objets connectés. Les objets connectés vont générer des flux d'informations monstrueux, et il faut pouvoir savoir quelle en est la source, savoir que les données, certifier les données pour être sûr de l'intégrité et de l'authenticité des données produites, et ces données, elles ont des propriétaires, il y a des gens qui ont des droits dessus. Il faut pouvoir reconstituer les droits sur ces données. Donc c'est pour ça qu'on entame cette migration. Merci beaucoup Pierre. Je reprends la première question que je t'avais posée, cher Mathieu, par laquelle je te dis qu'est-ce qui a fait que tu migres vers l'intérêt de l'identité décentralisée. J'ai envie de te poser une question qui ressemble un peu à ce que je viens de poser à Pierre pour avoir ta nuance et ta réflexion à toi, en te disant naïvement, c'est quoi l'identité décentralisée versus traditionnelle? Pourquoi Orange s'est intéressé? La différence, lorsque je me connecte moi, sur mon site des impôts, j'ai la France Connect. Parfois, je me dis c'est une sécurité. Je sais très bien que ça ne suffit pas, on peut faire mieux. Donc, j'aurais bien aimé voir ta nuance à toi. Quelle est la différence des deux, s'il te plaît? Je vais essayer de réexpliquer. Pierre l'a abordé. Donc, on est aujourd'hui majoritairement dans un monde où l'identité est centralisée. C'est-à-dire qu'on va confier à un tiers de confiance, à qui on fait d'ailleurs plus ou moins confiance, la gestion de ces données d'identité.
ce tiers-là, ce fournisseur, va, pour une personne donnée, va garantir des données personnelles, des données d'identité. Le problème de cette approche-là, c'est que je ne suis pas en maîtrise de mes données d'identité, je n'ai pas accès, je dois jouer selon les règles du jeu de ce fournisseur-là. Donc il y a une certaine interopérabilité qui se fait, mais selon les règles du jeu de cet acteur tiers qui éventuellement va pouvoir, généralement c'est le cas, monétiser ces données à des tiers. Donc je ne suis pas en contrôle réellement de mon identité. Ce qui change aujourd'hui avec l'identité décentralisée, c'est qu'on va retrouver, on va séparer en fait les rôles en 3 types de rôles. On va retrouver celui qui va émettre les données, celui qui va certifier en fait une donnée d'identité, le rôle de l'émetteur. Cet émetteur-là va transmettre une donnée certifiée à un porteur d'identité. En l'occurrence, moi, par exemple, pour les données d'identité qui me concernent. Et enfin, le 3e rôle, c'est le vérifieur, celui qui va aller vérifier qu'une donnée que je lui présente est bien intègre et garantir quelque part l'usage qui en sera fait. Donc l'identité décentralisée permet de reprendre le contrôle sur l'ensemble de ce cycle, permet de gérer les consentements, et donc là je vais être vraiment en maîtrise, je vais avoir le droit de vie et de mort sur mes données d'identité, et donc je vais retrouver finalement ce contrôle que je n'ai pas aujourd'hui dans le monde de l'identité décentralisée. Donc pour nous en fait, dans le domaine B2B, on l'a dit, on a des wallets identité personnes physiques qui sont déjà existantes côté IN Group. Nous, on s'est intéressé au sujet dans le domaine de l'entreprise. Notre questionnement, ça a été de dire comment est-ce que l'on peut fournir à des entreprises finalement toute l'infrastructure nécessaire pour gérer, pour implémenter ces use cases d'identité décentralisée, pour gérer la délégation de signature, par exemple, au sein d'une entreprise. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut outiller les entreprises qui souhaitent déployer des solutions d'identité décentralisée. Merci beaucoup Mathieu. D'ailleurs, tu l'as évoqué dans la première question que je t'avais posée, cher Sébastien. Là, tu pourrais développer un tout petit chouïa la question que je vais te poser. Quels sont concrètement les cas d'usage de l'identité numérique pour l'exploitation agricole? Tu l'as dit un tout petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais détailler un peu? Parce que tu représentes aussi un représentant d'un cas d'usage de ce que nous sommes en train de dire. On a posé le décor. On a expliqué l'antécédent. Mathieu nous a dit comment Orange a essayé de regarder, et après on va voir avec toi la solution proposée. Donc ma question à toi, cher Sébastien, quels sont les cas d'usage de l'identité décentralisée pour l'exploitation agricole, s'il te plaît? Le meilleur exemple sera l'exemple de mon président qui est agriculteur céréalier, grande culture en Normandie. Et on a commencé déjà par identifier l'ensemble des sources de données sur sa ferme. Et donc, il a 30 sources de données différentes. Sa station météo, son tracteur, sa moissonneuse-batteuse, ses ruches connectées, son ordinateur pour saisir ses pratiques agricoles, etc. Et ces informations-là étaient dispersées chez ces différents fournisseurs. Et donc, il a avant tout souhaité reprendre en main l'usage de ces données et d'avoir une identification de l'inventaire de ces différentes données. Sur 3 cas d'usage. Je vais prendre les pratiques agricoles qu'il saisit lui-même en ligne pour éventuellement faire cette télédéclaration PAC pour pouvoir télédéclarer ces informations comme vous le faites pour vos impôts. Mais lui, au niveau de son exploitation agricole, il saisit en ligne l'ensemble de ses pratiques, il dessine l'ensemble de ses pratiques sur les parcelles qu'il a sur son ordinateur, qu'il envoie derrière à l'agence de services et de paiement, donc du ministère de l'Agriculture, pour pouvoir derrière permettre à l'État de faire le calcul de ses aides et derrière que l'État lui paye ses subventions. Deuxième cas d'usage, le cas de sa moissonneuse-batteuse. Le PAC, c'est au niveau européen, on est bien d'accord. Au niveau européen. Deuxième cas d'usage, sa moissonneuse-batteuse d'un certain grand constructeur américain qui collecte ces données de télémétrie de son moteur, mais également sur la quantité et la qualité de la moisson. Et il s'est rendu compte que ces données étaient transmises à ce constructeur, mais qu'il n'avait pas la main sur ces données. Et donc, il a souhaité reprendre en main l'usage de sa donnée, identifier les données qui étaient générées par la moissonneuse-batteuse, et derrière pouvoir dire, avec le respect de son consentement,
d'où l'importance de l'intervention de Mathieu tout à l'heure, de pouvoir transmettre ces données de rendement et de qualité de sa moisson à sa coopérative ou à son négociant pour pouvoir derrière permettre d'alimenter et d'informer les acteurs de la filière pour faire de la farine, donc du pain, du malt et de la bière, etc. Et troisième exemple concret, sa station météo, les objets connectés. Vous connaissez les stations Météo France, qui sont très très détaillées, mais vous avez aujourd'hui un marché de stations météo professionnelles qui génèrent de la donnée pour alimenter des outils d'aide à la décision, pour permettre à l'agriculteur d'avoir des algorithmes, d'alimenter des algorithmes qui lui permettent de prédire son rendement, prédire l'éventuelle apparition de maladies, d'insectes, pour pouvoir utiliser moins de pesticides ou pouvoir mieux les utiliser au bon moment. Et donc tous ces éléments-là nécessitent au point de départ la source, le donneur d'ordre qui est l'exploitant agricole pour le compte de son exploitation, identité et personne physique de son exploitation, et lui en tant que gérant ou bien ses associés. Mathieu parlait des délégations, voire des associés dans une entreprise qui peuvent agir pour le compte de l'exploitation et derrière donner des consentements auprès de ses partenaires. Et en France, vous avez 480 000 exploitations agricoles à équiper qui interagissent avec 85 000 partenaires amont et aval, dont 80% sont des TPE-PME. Merci beaucoup Sébastien. Je vais juste faire un petit appendice. Moi, je suis en contact avec beaucoup de projets, parce que pour l'instant, on n'a pas parlé blockchain, on n'a pas parlé Web3, on est en train de parler usage concret. Et ce que j'aime dans cette interaction avec vous, c'est qu'on va parler vraiment business, intérêt. Donc l'agriculteur, il faut qu'il soit conscient des données que ces machines ou que lui-même a envie de remarquer, parce qu'il y a beaucoup d'agences d'assurance qui veulent absolument prédire l'intérêt pour les agriculteurs. Est-ce qu'il y aura moins de grêle? Est-ce qu'il y aura moins de ceci? Est-ce qu'il y aura moins de pluie? Donc quelque part, les données sont très importantes et je pense que l'agriculteur a besoin de valoriser ces données. Je me remets vers toi, cher Pierre. J'ai envie de te poser une question complémentaire parce qu'on a évoqué ensemble l'entreprise étendue. J'étais assez intéressé de voir. J'aurais bien aimé que tu expliques à l'auditoire quels sont les enjeux pour une entreprise étendue, s'il te plaît. Oui, donc on est très actif, comme je vous le disais, sur l'identité professionnelle, donc distribuée par les entreprises auprès de leurs employés ou de leurs agents. Mais on s'est aperçu que l'identité, les habilitations, les droits qu'une entreprise peut déléguer à un employé s'arrêtent à la frontière de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, elle a des partenaires, elle a des réseaux de distribution, des réseaux de franchise. Eh bien, quand cet employé se retrouve dans cet environnement-là, il est inconnu et il n'a aucun droit. Et on se retrouve à échanger des mails anonymes, anonymes, il y a une adresse mail, mais des mails qui peuvent être facilement caviardés, modifiés. Et donc, on s'est adressé à cette problématique-là. Comment faire, par exemple, dans des écosystèmes de partenariat, de collaboration, pour déployer rapidement et sans trop de frais une identité reconnue par tout le monde. Donc, on a fait un POC récemment dans le domaine financier sur le reporting. Donc, c'est une entreprise qui avait besoin d'avoir un reporting d'établissements assujettis. Et à chaque fois qu'il y avait un reporting, on avait besoin de savoir qui a déposé le document, est-ce qu'elle est autorisée à déposer le document pour son entreprise, et ensuite, s'il y a une signature électronique, est-ce que la personne est autorisée signataire. Donc, jusqu'à maintenant, c'était géré manuellement avec des tableurs Excel et qu'en général, la moitié des données qui étaient dans le tableau Excel étaient fausses parce qu'il y avait des gens qui échangeaient d'attribution, de droits, d'habilitation. Et surtout, ça représentait beaucoup de manipulation et beaucoup de temps. Donc, en appliquant l'identité décentralisée, cette entité a pu demander à chacun des établissements assujettis en disant « Prenez en charge l'identification et la distribution d'habilitation de vos employés. C'est votre affaire, vous les connaissez beaucoup mieux que nous et c'est beaucoup plus simple si vous le faites que nous. » Donc c'est quelque chose qu'on a démontré récemment et c'est vrai qu'en quelques clics,
une transaction qui demandait avant 2-3 coups de téléphone, une vérification, un check sur une table Excel, ben, la transaction est faite. Et avec une sécurité beaucoup plus élevée. Merci beaucoup Pierre pour ces précisions. Je pense que vous tous, lorsqu'on fait une start-up, une entreprise, lorsqu'on est soit salarié, soit entrepreneur, ce qui nous intéresse sur le marché, c'est saisir les opportunités, comme il a dit tout à l'heure Sébastien, avec les cas d'usage, et surtout répondre à des problèmes qui existent par lesquels l'entreprise essaye de résoudre ces problèmes. Donc j'ai envie de revenir vers toi, cher Mathieu. Concrètement, la solution d'Orange, qu'est-ce que ça résout avec l'identité comme problème, s'il te plaît? Et je vais essayer de donner quelques exemples complémentaires au use case Hack Data Hub. Donc, prenons par exemple, vous le savez peut-être, en ce moment, il y a un phénomène autour des transactions chez les notaires, en fait, avec une vraie problématique de cybersécurité, qui est lorsque vous allez faire l'achat, par exemple, d'un logement, vous allez devoir verser une somme au notaire. Et en fait, il y a de plus en plus un phénomène où les mails contenant l'IBAN sur lequel verser les transactions est intercepté, l'IBAN modifié vers un compte généralement situé à l'étranger. Et donc le versement se fait bien, d'aucune façon on peut savoir que le mail a été falsifié. Le versement se fait, et vous avez compris, il se fait, mais sur le mauvais compte, sur le compte d'un pirate qui a détourné ses fonds. Dans ce cas concret, le fait de pouvoir authentifier l'IBAN, son origine, et de confirmer son intégrité, permet de résoudre simplement ce problème-là. Donc là, on voit bien que dans ce cas-là, l'identité décentralisée fournit une réponse très concrète à un problème très concret qu'on est tous susceptibles de vivre dans notre vie quotidienne. Ça, c'est un exemple. Mais en fait, si on élargit un peu plus, on voit que pour tout ce qui suppose une transaction financière, ou pas d'ailleurs, ça peut être n'importe quel type de données critiques pour l'entreprise, l'identité décentralisée va jouer un rôle. Il peut s'agir d'actes de propriété, il peut s'agir de transactions financières, il peut s'agir d'échanges d'œuvres d'art, on en parlait avant la conférence. Voilà, donc tous ces use cases-là vont tirer parti très rapidement de l'identité décentralisée. Et je dirais qu'au sein de l'entreprise, on l'a mentionné, il y a un besoin de délégation de signature qui est récurrent, il y a un besoin d'actes juridiques. Donc pour tous ces process-là, l'identité décentralisée va jouer un rôle. Et aujourd'hui, pour vous donner quelques exemples, on travaille sur une expérimentation avec la Banque de France, on travaille avec Renault sur le carnet d'entretien des véhicules. Voilà, donc il y a tout un ensemble de use cases, de domaines dans les médias, dans le transport également, avec des projets européens qui se lancent, qui sont en train de s'emparer de ces solutions d'identité décentralisée, qui peuvent s'appuyer sur la blockchain. On a le droit de dire que l'identité décentralisée utilise la blockchain pour ce qui concerne le registre de confiance, mais pour nous, la blockchain est un moyen, ce n'est pas une fin en soi, c'est un des moyens de certifier l'intégrité d'une donnée d'identité. Ça reste un moyen, c'est un moyen parmi d'autres, mais on l'utilise dans certains cas. Merci beaucoup Mathieu. Et surtout avec l'intelligence artificielle, on n'a plus les mails auxquels on revoit des fautes d'orthographe, on sait que ce n'est pas le bon mail. Maintenant, on peut avoir un hameçonnage avec des sites vraiment bien copiés, on ne se rend pas compte que c'était copié. Moi, j'ai envie de revenir vers toi, cher Sébastien. Tu nous as parlé du use case, moi ça m'intéresse, je ne savais pas, je te dis franchement, je suis toujours agréablement très attentif à toutes les use cases que parfois les entrepreneurs ne se rendent même pas compte de l'utilité. Il faut être dans le secteur pour se rendre compte. Est-ce que tu pourrais me dire, est-ce qu'il y a des spécificités métiers pour l'identité numérique dans le secteur agricole, s'il te plaît? Les fondamentaux restent les mêmes. Hein. Une entreprise reste une entreprise, même dans le monde agricole, d'autant plus avec la refonte des différents registres de métiers, avec le fameux registre national des entreprises qui met un peu de temps à se mettre en place, mais qui va finalement fonctionner. Et puis une identité personne physique dont a parlé Pierre. Mais la vraie différence en termes sectoriels, c'est la gestion des attributs. Aujourd'hui, quand vous êtes dans un secteur économique, vous avez tous votre propre alphabet, vos propres usages. Et moi, dans le monde agricole, aujourd'hui, un agriculteur, pour acheter des produits phytosanitaires, doit avoir son certificat
une carte de formation professionnelle, doit pouvoir avoir son permis pour pouvoir conduire un Manitou, un engin de manutention sur son exploitation agricole, doit pouvoir avoir sa certification ATEX sur des silos pour la gestion des poussières, pour éviter des problèmes de tension ou d'explosion dans les silos, et pour, dans des élevages, respecter des procédures de biosécurité pour éviter que des maladies se développent dans des élevages de poules ou de cochons. Et donc, tous ces usages-là, qui sont avant tout des usages métiers, s'appuient sur une racine qui est l'identité numérique. Et on rejoint ce qu'indiquait Pierre sur la gestion des attributs. Et nous pensons, en tout cas, nous, en tant qu'animateurs du secteur agricole et agroalimentaire, en tant qu'opérateurs intermédiaires de données, qui permettons de mettre en relation des acteurs agricoles et des utilisateurs de ces données, que l'identité numérique est centrale pour un secteur économique. Et on peut cloner notre approche avec le secteur des transports, du tourisme, des médias. Et c'est tout le challenge que nous avons avec l'appui de nos partenaires Orange Business et Yann Group pour justement démontrer que si le monde agricole a réussi, pourquoi pas vous ? Merci beaucoup. En tout cas, on sait très bien que le secteur d'agriculture, c'est un secteur central, aussi bien pour la viabilité d'un pays, pour son indépendance. Et si un pays n'arrive pas à maîtriser cela, c'est quand même une petite catastrophe, pour ne pas dire une grande. On a évoqué ensemble, Pierre, et tu voulais absolument parler d'une chose qui je trouve vraiment percutante, en élargissant un tout petit chouïa le débat, en parlant de l'identité des objets. Qu'est-ce que tu veux dire par là, cher Pierre, d'identité des objets, s'il te plaît ? Oui, je l'évoquais tout à l'heure un petit peu, c'est que les objets produisent énormément d'informations. Et aujourd'hui, au moment où cette information circule librement, il y a très peu de contrôle sur la source de ces informations, sur l'intégrité de ces informations. Donc, il s'agit pour chacun des objets de pouvoir identifier ces objets, savoir qui est le propriétaire, qui est responsable de ça, d'éventuellement certifier les informations que produit cet objet. C'est telle caméra, c'est telle voiture, c'est tel avion. Est-ce que lorsqu'on dit objet, on dit IoT ? C'est IoT. C'est IoT. Oui, exactement. Et savoir aussi qui peut intervenir sur cet objet, qui peut changer les paramétrages, qui peut éventuellement changer son fonctionnement. Et l'intérêt aussi, c'est dans le premier exemple d'application, c'est le cas de l'agriculture, c'est de savoir qui est propriétaire de ces informations et qui a des droits dessus. Donc, et pouvoir faire valoir ces droits par la suite sur ces données. Comme il a dit le tracteur, donc l'agriculteur pourra dire à son fournisseur, voilà. Si tu veux exploiter mes données, il faut me demander mon avis. Exactement. Déjà, il faut qu'il soit conscient qu'il a des données qui ont de la valeur. Et deuxième action, il faut absolument qu'il prenne les données pour lui afin de pouvoir communiquer avec les détenteurs de ces données à lui. Donc on donne le pouvoir. D'ailleurs, je tiens juste à préciser que le Web3, la plus grande promesse du Web3, c'est l'identité. C'est prendre le pouvoir sur nos données. Exactement. Mais Madame Michou, lorsqu'elle se lève le matin, elle ne pense pas à ça, elle pense à autre chose. Mais en tout cas, c'est pour ça que le sujet d'identité décentralisée est vraiment intéressant. Je te laisse continuer. Et un autre projet qu'on a en commun avec Orange, par exemple, c'est l'identité autour des véhicules. C'est-à-dire que maintenant, les véhicules, ils génèrent beaucoup d'informations. Il y a énormément de capteurs dans les véhicules. Et ces informations, elles appartiennent au propriétaire du véhicule et aussi à l'utilisateur. Donc, il faut pouvoir leur redonner des droits sur ces informations. Donc, on réfléchit, par exemple, à un carnet de santé d'un véhicule qui permettra de justifier de l'historique exact du véhicule. Donc, je veux dire, et notamment avec les véhicules électriques, ça représente une valeur de revente largement supérieure à un véhicule qui n'a pas ce certificat. Bien sûr. Donc, c'est un autre exemple. Merci beaucoup, cher Pierre. Donc là, on est convaincu par le sujet des identités décentralisées. C'est un sujet crucial. Je vais me tourner vers toi, cher Mathieu, en te parlant de la solution d'Orange Business, le degré de maturité de cette solution. Donc quelque part, si on est convaincu, si on a envie de venir
converser avec toi en te disant OK, on a une entreprise qui a une solution. Donc la première, c'est le degré de maturité, c'est deux questions en un. Et quels sont les futurs cas d'usage qui tireront profit par le laboratoire d'Orange Business de l'identité décentralisée, s'il te plaît. Alors, le degré de maturité, je voudrais dire deux choses par rapport à ça. Donc, en ce moment, il y a des normes européennes qui sont en train d'être créées sur l'identité personne physique. Donc, aujourd'hui, cet objet-là, l'identité décentralisée personne physique, il est en train de se standardiser et il faut s'attendre à ce que d'ici 2027, ça devienne une réalité dans le quotidien de tous les Européens, puisqu'il y aura des déploiements nationaux, de wallets nationaux qui permettront de loger ces informations d'identité dans un wallet personnel. Donc on voit que la maturité, elle est en train de, voilà, elle progresse sur ce plan-là. Sur le wallet, sur les wallets personnes morales, en revanche, je dirais que les entreprises sont plutôt en avance. On le voit avec notamment Hack Data Hub, les entreprises se sont emparées du sujet. Je le mentionnais, il y a des projets européens qui se lancent dans le domaine des médias, dans le domaine des transports. Donc c'est une réalité aujourd'hui. La solution d'Orange Business Live Identity Wallet, elle est aujourd'hui fonctionnelle, elle est en production, donc elle existe, elle est là. Elle a une roadmap aussi, cette solution, c'est un véritable produit, donc on va l'animer, on va intégrer au fur et à mesure les différents standards qui apparaissent. C'est le cas, par exemple, on parlait de Gaia X juste avant la conférence. Ces standards-là sont en train d'émerger, ils intégreront progressivement la roadmap de cette solution-là. Donc c'est une solution qui existe, elle est en prod et elle continue de vivre. Sur ta deuxième question, sur les futurs cas d'usage, on en a déjà mentionné quelques-uns. On disait les objets connectés vont générer des données d'identité. On a besoin aussi d'organiser la gestion de ces données-là. Et donc voilà, ce sera une des réponses. Je voudrais mentionner aussi, aujourd'hui on vit de plus en plus dans l'ère des fake news. Hein. Voilà, donc c'est évidemment un sujet. Comment je certifie l'information finalement, comment je m'assure que cette information conserve son intégrité. Moi je suis convaincu que l'identité décentralisée va jouer un rôle aussi dans cette chaîne de l'information pour m'assurer qu'une information qui est certifiée par un organe habilité ne va pas être transformée, dégradée, etc. Jusqu'à arriver, on va dire, à la personne qui souhaite bénéficier de cette information. Donc ça va être, je pense, un des enjeux qui est devant nous et dans les années qui viennent, de certifier la chaîne de l'information. Et puis on parlait de réalité augmentée au début de cette conférence. À terme, la fusion entre le digital et le réel, si on suit la tendance, va probablement s'accélérer. Et donc le digital jouant un rôle de plus en plus important, et dans le même temps notre dépendance au digital étant de plus en plus grande, ça va devenir de plus en plus important aussi de pouvoir certifier que absolument toutes les données digitales que l'on va consommer au quotidien pour des actes de la vie quotidienne vont aussi avoir besoin d'être certifiées d'une façon ou d'une autre. Donc là, ça ouvre des perspectives évidemment immenses pour, je l'espère, les prochaines années, les 500 prochaines années peut-être, avec Yen Group. Voilà. Je conclurai là-dessus. Merci beaucoup Mathieu. J'ai une anecdote qui m'est arrivée dans ma vie professionnelle il y a plusieurs années, pour ne pas dire ça ne va pas m'enjeunir cette histoire, il y a 20 ans. J'ai donné des cours de maths à un élève et je lui posais la question, qu'est-ce qu'il fait ton père ? Je trouve qu'ils ont bien réussi dans la vie. Et finalement, son père, qu'est-ce qu'il faisait ? Il faisait des boucles avec un code-barre à des vaches qui viennent de l'Argentine. Et donc, moi, j'ai envie de te poser la question, cher Sébastien, à quand on a une identité numérique pour les vaches ? Eh bien, c'est déjà le cas. Alors, pas en termes réels, comme l'a aussi bien présenté Mathieu, mais effectivement, sur la gestion des troupeaux, un certain nombre de troupeaux sont équipés de colliers connectés, édités par une société française d'ailleurs, qui utilise des réseaux bas débit LoRa. Et donc, l'intérêt de ces colliers, c'est justement de pouvoir rattacher à chaque animal son état, on va dire, de santé, son carnet de santé. Est-ce qu'il y a eu des traitements antibiotiques ou pas ? Est-ce qu'il y a eu des maladies identifiées ? Est-ce que la vache est en chaleur ? Quelle est la quantité de lait qui a été produit quand elle passe devant son robot de traite et qu'elle se fait traire ? Qu'est-ce qu'elle a mangé quand elle va se présenter devant... Elle est vraiment espionnée, cette vache. Hein. Ah oui, elle est optimisée. Elle est optimisée.
Et donc, c'est vrai que l'ensemble de ces informations sont aujourd'hui collectées et ne sont pas aussi rassemblées comme une identité numérique, comme on vient de le dire. Et je ne vais pas rattacher à la vache la définition de l'objet, mais en tout cas, c'est bien ce qu'elle a autour du cou. Et l'ensemble de ces informations-là permettent derrière de les faire remonter sur le gestionnaire du troupeau, qui est l'exploitant agricole, qui va vouloir la partager avec son conseiller de chambre d'agriculture, l'industriel laitier qui veut connaître la quantité ou la qualité organoleptique du lait, et éventuellement communiquer avec le robot de traite. Et quand on parle du robot de traite, je vous ai parlé des moissonneuses-batteuses, mais le robot de traite aujourd'hui, c'est comme une voiture ou un camion. Il y a les données de télémétrie, il ne faut pas que ça tombe en panne, parce que sinon, eh bien, vous imaginez qu'un troupeau ne peut pas ne pas être trait une fois par jour ou 2 fois. Et derrière, il y a ces données de télémétrie qui sont transmises, mais aussi sont transmises les informations de quantité et de qualité du lait, et qui aujourd'hui sont captées par 2 grands fabricants de ces robots de traite. Et ces données-là, sans le consentement de l'agriculteur, font 3 fois le tour de la Terre, pour être traité et stocké chez un grand hyperscaler américain en Allemagne. Ces informations sont transmises à une start-up israélienne pour faire du traitement de données, et ces résultats sont envoyés aux États-Unis dans un grand laboratoire vétérinaire pour pouvoir alimenter son rapport de développement durable. Ta réponse me suggère que je te pose une autre question en rapport avec la première introduction des vaches. Est-ce que ça permet d'éviter les manipulations des vétérinaires sur l'état de santé de vaches? Parce qu'il y avait un vécu, il y a quelques années, un exploitant français a envoyé des vaches, pour ne pas citer le pays, maghrébin, et que finalement les vaches ont été statuées comme étant malades. Et finalement, c'était un incident presque diplomatique pour l'avenir de ces vaches qui étaient stationnées au port. Et c'était vraiment assez impressionnant. Est-ce que ça permet de résoudre ça ou pas? Bien sûr. C'est le port de Sète qui exporte des bestiaux, notamment au Maghreb. Et effectivement, il y a aujourd'hui le passeport vétérinaire, le petit papier rose, qui est en mode papier. Et il y a quelques fraudeurs un peu partout, mais majoritairement, les gens font bien leur boulot, quand même, faut le dire. Néanmoins, effectivement, l'identité numérique, on parlait de l'intérêt économique, c'est de vérifier l'information, de gérer la sécurité et d'optimiser du traitement administratif. Voilà, pour transmettre l'information tout au long de la chaîne. Donc on gagne en productivité, en plus c'est un cas de santé, parce que quelque part la vache, on la mange, on utilise le lait, on mange la viande, donc c'est assez important. Je reviens vers toi Pierre, qui représente l'institution la plus ancienne, en parlant avenir, en te posant la question, l'avenir de l'identité centralisée sur l'entour. C'est quoi? Décentralisée. Je rebondis un peu sur ce que tu as présenté. Donc le programme européen EIDAS version 2.0, donc qui à l'horizon 2026-2027 va propager des wallets dans lesquels vous pourrez avoir votre identité, mais il est prévu de stocker énormément d'informations. Alors d'ores et déjà, il y a des programmes, il y a des pilotes qui sont lancés. Donc le ministère de l'Intérieur travaille sur le permis de conduire dématérialisé. Donc vous aurez votre permis de conduire dans votre téléphone et automatiquement il sera consulté en cas de location de voiture ou d'assurance. Et on travaille aussi sur la e-prescription, donc transmission des ordonnances au format électronique. Il y a des projets de dématérialisation complète d'ouverture de compte et aussi, je crois, d'acquisition de cartes SIM. Donc ça, c'est des projets à 3-4 ans. Et les pilotes sont démarrés. Donc, et c'est sur l'ensemble de l'Europe. Et plus proche de nous, on a un projet avec Orange d'identité décentralisée sans identité. C'est assez particulier. C'est spécifiquement pour protéger les mineurs de l'accès sur des sites pornographiques. Donc on cherche une solution pour le faire et on a un cahier des charges assez contraignant de la part de la CNIL et de l'ARCOM qui nous disent il faut que ça se fasse, on n'a pas le choix, il faut protéger les mineurs parce qu'aujourd'hui, dès 12 ans, ils accèdent à des sites pornographiques, mais il faut le faire en double anonymat. C'est-à-dire que la personne qui va consulter un site, on ignore complètement qui c'est, et quand la personne
fait la démarche et se rapproche peut-être d'un tiers de confiance. Le tiers de confiance ne connaît pas la finalité. Et c'est pour ça qu'on a développé une solution. Donc c'est assez simple. Vous voulez rentrer sur un site, on vous propose d'ouvrir un wallet sur votre téléphone. Vous vous rapprochez de quelqu'un qui peut justifier de votre majorité. En l'occurrence, par exemple, un opérateur mobile parce que vous avez un abonnement téléphonique mobile. On vous envoie un SMS, on vous envoie un code par SMS, vous le retournez et automatiquement, dans le wallet qu'il y a sur votre téléphone, on télécharge une preuve de majorité rigoureusement anonyme. C'est-à-dire qu'il n'y a que votre état majeur ou mineur. Et quand vous voulez entrer sur un site, c'est uniquement ça qui est consulté. Donc le site ne sait pas qui vous êtes, ne sait pas quelle est votre identité. Tout ce qu'il peut vérifier, c'est que c'est bien sur ce téléphone-là que la preuve a été créée. Donc il a une assurance que ce n'est pas une preuve qui a été partagée sur des réseaux sociaux. Vous avez fait la démarche personnellement auprès d'un tiers de confiance pour obtenir cette preuve. Donc c'est quelque chose qu'on prévoit lancer courant 2024. Donc c'est du futur proche, là. Merci beaucoup, Pierre. On a presque arrivé à la fin. Vous pouvez poser des questions si vous souhaitez. On a parlé tout au long de cette conférence Wallet, juste pour tenir au courant que ça ne s'adresse pas à des personnes qui sont forcément habituées aux crypto. C'est hyper important parce que la dernière fois, tu m'as bien signifié, cher Mathieu, que la solution, elle est vraiment simple et qu'on ne parle pas forcément de la blockchain, on parle d'utilité, et que forcément la barrière connaissance, acculturation ne se pose pas vis-à-vis de la solution que tu proposes à tes clients. Je confirme, c'est relativement simple à déployer. Voilà, on le fait dans des domaines extrêmement variés. L'agriculture, ça fonctionne, c'est utilisé au quotidien, voilà, par des personnes qui sont pas forcément habituées sur des technologies. Donc ça prouve aussi la viabilité, la simplicité de cette solution-là. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions auxquelles vous avez envie de poser, n'hésitez surtout pas. En tout cas, on est arrivé au bout de cette belle conférence. Et si vous avez besoin de lever la main ou de prendre le micro, j'ai un micro je peux vous le donner. Merci. Bonjour. Alors moi, ma question touche à la responsabilité des détenteurs de données au niveau du RGPD. Alors on sent beaucoup d'avance dans les solutions que vous proposez. Donc c'est très rassurant, mais en même temps, on se dit, le détenteur de données vis-à-vis de sa responsabilité RGPD, est-ce qu'il n'est pas un petit peu en retard? Est-ce que l'identité numérique dont vous parlez est justement de nature à lui permettre de décharger sa responsabilité, en tout cas de trouver des prestataires qui puissent le sécuriser? Ça, c'est la première question. Et puis, non, mais celle-ci, donc voilà, principalement. Et oui, l'autre question, monsieur posait tout à l'heure le sujet des objets connectés et de la recherche, justement, du détenteur de ces données. Donc, idem, qui est responsable de ces données et de la sécurisation de ces données en matière d'objets connectés, et en quoi vos solutions permettent justement d'apporter la sécurité que le règlement européen lui astreint d'avoir. Excusez-moi. Merci pour cette question très précise. Je vais essayer d'y répondre. Donc, on a essayé d'expliquer les différents rôles dans ce domaine de l'identité décentralisée. Donc, vous avez celui qui va émettre la donnée, qui va la certifier quelque part. Il délivre une donnée authentifiée. Il joue donc le rôle de tiers de confiance quelque part, qui va initier, qui va émettre cette donnée-là. Ensuite, vous allez retrouver le rôle du porteur, et ensuite le rôle du vérifieur. Une fois que la donnée a été émise vers le porteur, je dirais que la façon dont cette donnée-là va être partagée ou pas est dans les mains du porteur. C'est comme si j'ai mon portefeuille sur moi, j'ai ma carte d'identité dans mon portefeuille, je suis responsable de à qui je vais présenter cette carte d'identité. En revanche, ce qui est intéressant dans cette chaîne, c'est que le vérifieur à qui vous allez présenter votre carte d'identité
ne peut pas la falsifier, ne peut pas la recopier, ne peut pas la réutiliser à des fins malveillantes. Aujourd'hui, quand vous partagez vos documents d'identité sur un site, en moyenne, on l'a fait à 40 ans plus de 1500 fois. Vous avez des données personnelles comme ça qui se baladent sur des sites, qui sont éventuellement piratés, qui se retrouvent après sur le darknet, qui sont revendus, ça a un prix. Et après, on utilise ces données à des fins malveillantes. Là, aujourd'hui, on peut présenter la preuve et on peut vérifier l'intégrité de l'information qui est présentée sans avoir la possibilité de recopier cette donnée et de la monétiser à des fins malveillantes. Donc je dirais que la responsabilité, elle est dans les mains du porteur qui va la partager, mais avec des risques qui sont bien moindres qu'aujourd'hui, quand je vais confier mes données à un tiers de confiance qui peut éventuellement se faire pirater, et c'est le cas, avec des données qui circulent sur le darknet. J'espère avoir répondu à la question. Oui, et notamment pour la preuve de majorité, on a travaillé étroitement avec la CNIL qui a vérifié que le processus était vraiment conforme au RGPD, et notamment de vos toilettes, quand vous voulez présenter, alors si vous vous rapprochez d'un site qui vous demande une information, eh bien, la première chose qu'on fait, c'est d'identifier l'information qui est demandée et de demander le consentement à la personne. Donc là, il y a un traitement de consentement qui est absolument obligatoire. Et les informations que vous avez dans votre toilette, ben, comme on le disait, c'est qu'elles sont sous votre complet contrôle, puisque c'est votre téléphone, vous avez le code du téléphone, donc il n'y a pas de question. Sur la question des objets connectés, ben il y a la question de la propriété des données. En général, est-ce que ça appartient au manufacturier ou à l'utilisateur? Bon, je crois que la loi, le règlement Data Act va le trancher, si tu veux en dire un peu plus, si tu veux détailler la question. Et sur la certification sur la sécurité des données, bon, aujourd'hui, ça n'existe pas. Je veux dire, quelque part, les objets connectés envoient des flux comme ça dans la nature. Donc là, ce qu'on veut rajouter, c'est vraiment un chiffrage si c'est nécessaire ou un contrôle d'intégrité, juste pour s'assurer que les données n'ont pas été falsifiées dans un transfert, quoi, ou dans des échanges de données. Merci beaucoup, Pierre. Est-ce qu'il y a une autre question? Non. Oui, juste très rapidement, vous avez raisonné RGPD pour données personnelles. Le Data Governance Act crée le complément, le pendant sur les données non personnelles. Et le principe des détenteurs utilisateurs est assez proche du côté RGPD. Pour répondre sur le volet IoT, notamment machinisme, le futur Data Act qui devrait être publié quand il sera totalement traduit en fin d'année ou tout début d'année, fait la distinction entre les données de télémétrie qui sont propriétaires du machiniste, donc protégées par le secret des affaires, versus les données user, comme la quantité ou la qualité de la moisson, qui sont là, doivent obligatoirement être transmises par le constructeur de l'objet connecté, sans frais, de manière interopérable, lisible et portable. Oui, merci Mehdi. Merci à vous tous pour cette très belle table ronde. J'ai une question à Mathieu et une question peut-être à Pierre. Une plus technique, l'autre un peu plus fonctionnelle. Sur la partie technique, les choix des blockchains qui ont été faits, est-ce que c'est des blockchains de type public, c'est des consortiums, c'est des blockchains privés, c'est Hyperledger, c'est Ethereum, etc. Une question technique et la question plutôt fonctionnelle. Enfin, sur la partie technique, j'ai encore un complément sur la question. Est-ce que vous utilisez des techniques comme l'homomorphisme ou comme le Zero Knowledge Proof pour garantir que les données concurrentes, que les concurrents ne puissent pas accéder sur la blockchain, en guillemets, à des données confidentielles? Et je me permets de poser la deuxième question tout de suite aussi. Sur le volet fonctionnel, typiquement, si on prend quelqu'un qui possède une Tesla aujourd'hui, Tesla, elle va pondre des données, des terras, je ne sais pas combien, des centaines de gigas, si ce n'est pas des terras données, qui sont envoyées à Tesla. Et en général, le conducteur, il a appuyé sur j'accepte les conditions générales quelque part. De là, aller configurer ce qu'il faut envoyer. Et typiquement, lorsqu'il y a eu des incidents, Tesla avait accès à ce que le conducteur et sa famille dans la voiture étaient en train de faire lors de l'accident. C'est à ce point-là intrusif. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a des tendances réglementaires, conformités, qui puissent pousser un jour à dire à tout le monde que ces données-là, c'est la personne qui en est propriétaire, elle peut les supprimer? Je suppose qu'ils ne sont pas conformes aujourd'hui, je suppose qu'ils ne sont pas conformes à l'RGPD. Est-ce que dans l'avenir, l'identité numérique et les données autour vont peut-être régler en partie ce bout de problème-là? Donc il y a trois questions en fait.
Sur la première question, le type de blockchain, on fonctionne, on n'est pas adhérent à une blockchain en particulier, mais aujourd'hui on fonctionne sur des blockchains de type Ethereum. Je te laisserai peut-être Sébastien préciser pour le cas iData Hub. Voilà. Mais je dirais qu'on a vocation à fonctionner avec la plupart des solutions existantes de blockchain. Pour nous, encore une fois, la blockchain, c'est un moyen, hein, c'est pas autre chose. On n'a pas de... Donc c'est vraiment un moyen de pouvoir, au travers d'un système de clés publiques, clés privées, vérifier l'intégrité de la donnée et identifier, on va dire, les émetteurs habilités à certifier, on va dire, un certain type de données. Donc ça, c'est pour la première question. Peut-être Sébastien, tu veux compléter, non, pour iData Hub ou... Juste donner les noms, on a commencé sur de la Lestria, Espagne, et puis derrière, on attend avec impatience l'avancée de l'Alliance Blockchain France pour pouvoir avancer sur ces volets-là. Mais naturellement, il y a la dimension EBSI pas loin. Nous, on fait confiance à Orange sur les choix et on se branchera là où il faut se brancher. Ce qui compte pour nous, c'est le cas d'usage. Sur la deuxième question, le Zero Knowledge Proof, je l'évoquais en début de conférence. Donc on a des équipes, nous, qui travaillent sur ces sujets-là, qui déposent des brevets. Donc on a des solutions brevetées sur le sujet et qui sont à l'œuvre dans la solution Live Identity Wallet. Donc oui, ça nous intéresse, c'est plus que ça, on l'utilise déjà. Voilà. Et puis on a je dirais, quelques éléments de ça dans certains projets en commun, notamment la preuve de majorité, où on s'appuie sur ce type de solution-là. Donc oui, complètement, on l'implémente fortement dans nos solutions. Oui, ça tombera sous le coup, je pense, du Data Act, où le conducteur, le propriétaire de la voiture a un droit sur ces données, va acquérir des droits sur ces données. Et je suis surpris que la CNIL accepte que toutes les informations repartent chez Tesla. Mais... Oui, là-dessus, effectivement, là on est en plein dans le débat plutôt vraiment juridique. Tout dépend si vous l'utilisez à titre personnel ou professionnel. Si vous utilisez votre voiture Tesla à titre personnel, vous êtes dans le coup du RGPD et donc dans tout ce qui a été dit sur la protection de la vie privée CNIL. Pour ce qui est personne physique, personne morale à usage professionnel, moi je prends le cas de la moissonneuse-batteuse, la télémétrie c'est ce que fait Tesla pour le moteur. Et après il y a toutes les données métiers, et là on tombe dans le cadre du Data Act. Je pense que dans les usages vraiment purement de l'écosystème de la voiture, on est vraiment en plein RGPD. Et pour répondre aussi à votre question sur les données du véhicule, donc le projet qu'on a de carnet de santé du véhicule, on considère que toutes les informations générées par le véhicule sont des données personnelles. Merci beaucoup. Encore deux petites questions du public. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette table ronde très intéressante. J'ai bien compris l'intérêt en fait, de l'identité numérique souveraine pour les personnes morales avec tous les exemples que vous avez donnés. Mais j'ai plus de mal pour les personnes physiques, parce que vous avez dit du coup qu'il fallait un émetteur de données qui certifie la donnée, et en même temps, M. Aubry disait qu'il y avait des cas d'usage où c'était le gouvernement et le ministère de l'Intérieur lui-même qui produisait ces données certifiées, avec le cas d'exemple de la carte d'identité, il y a France Identité qui permet de le faire. Et du coup, ma question, c'est de me dire, l'émetteur de données qui certifie les données le plus crédible, est-ce que ça ne reste pas l'État? Et du coup, par rapport à ça, quel intérêt d'aller voir un autre émetteur de données certifié? Merci beaucoup pour la question. Qui pourra répondre à ça? Je commence et je te passe. Oui, j'ai cité le ministère de l'Intérieur, FIN. Ce n'est qu'un émetteur parmi beaucoup d'autres. Si vous voulez, par exemple, un IBAN certifié, ce sera votre banque qui va l'émettre et qui va le certifier. Elle est mieux placée que le ministère des Finances. Et la plupart des verifiable credentials qu'on va générer seront émis par le privé, par des entreprises privées. Je citais la prescription électronique. Bon, ça sera un professionnel de santé qui va l'émettre, et pas le ministère de la Santé. Donc c'est ce qui donne beaucoup plus de souplesse au schéma. On n'a plus besoin de recentraliser tout le flux d'informations. Et juste pour compléter cette réponse, l'apport aussi du wallet sur ces données d'identité, c'est de pouvoir mixer différentes sources
émettrice de données au sein d'un même wallet. Je vais pouvoir mixer sur certains parcours de la donnée fournie par l'État, de la donnée fournie par une banque, etc., etc. Donc il y a aussi cet avantage, je dirais, en termes d'expérience utilisateur, qui est de pouvoir mettre dans un même wallet des données finalement émises par des sources différentes. Peut-être une dernière question. Oui. Bonsoir, merci beaucoup pour vos présentations très intéressantes. J'ai une petite question sur le modèle économique. Alors quand je veux mon passeport ou ma carte d'identité, je vais à la préfecture et je paye. Là, pour l'identité numérique, j'imagine que c'est pas aussi simple. C'est quoi le modèle économique? Est-ce que c'est des appels API? C'est par les volumes de transactions ou de données? Comment est-ce que vous gagnez de l'argent avec ça en fait? Alors, je pense qu'il faut différencier le wallet personne physique du wallet personne morale pour cette question. Sur le wallet personne physique, je te laisserai peut-être répondre. Alors, pour l'instant, c'est encore à l'étude, c'est encore cours de définition. À notre avis, le wallet sera gratuit. Je dirais, il sera même en open source, disponible, téléchargeable librement. Donc, le porteur du wallet, l'utilisateur du wallet, ce sera gratuit pour lui. La valeur la plus importante sera pour l'entité qui recevra les données certifiées. C'est-à-dire qu'elle recevra des données, elle sera sûre qu'elles sont relatives au porteur qu'elle a en face d'elle, et elle aura une assurance de certification sur l'authenticité et l'intégrité des données. Et ça, c'est une valeur qu'on peut demander à la partie vérificatrice. Et sur la partie personne morale, on va être finalement assez classiquement sur des business models qui sont celles des solutions digitales qu'on vend aux entreprises. Donc ça va être fonction du nombre de wallets, par exemple en parc, fonction éventuellement de l'usage. On est sur des business models assez classiques finalement dans le domaine du B2B. Je pense qu'on est arrivé par la fin, parce que quand même, il y a l'occasion de réseauter, de discuter avec les personnes qui ont été présentes ce soir. Et ça sera l'occasion de parler avec vous sur votre interrogation personnelle et professionnelle, bien sûr. En tout cas, je pense, Guillaume, on leur donne un rendez-vous à côté, c'est ça? En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi et d'avoir fait l'effort de se présenter. C'est toujours un grand plaisir d'avoir des interactions comme celle-là. Ça permet justement de démystifier l'apport de l'entreprise. En fait, on n'a pas fait exprès, mais en tout cas, moi, je suis très content. Dans la chirurgie de profil, on a une entreprise qui propose une solution, on a une personne qui propose d'utiliser et de proposer d'autres cas d'usage, et on a quand même une référence sur l'aspect régalien de l'identité. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup.